Chers élèves d'HGGSP, nous continuons dans notre chapitre, notre thème 4, s'informer, avec un grand 1, les grandes révolutions techniques de l'information. Petit 1, l'information imprimée, de la diffusion de l'imprimerie à la presse à grand tirage. L'information imprimée est née de la mise au point de l'imprimerie par Gutenberg vers 1450 à Mayence. Les lettres mobiles faites d'un alliage de plomb, d'étain et d'antimoine sont assemblées et la presse à imprimer permet une impression uniforme et rapide. Le premier livre européen imprimé avec des caractères mobiles est d'ailleurs une grammaire latine, celle de Donatus en 1451, imprimée par Gutenberg. Mais on peut dater l'acte de naissance de la presse française avec la création du journal de la Gazette. C'est un journal qui est lancé en 1631 par Théophraste Renaudot. Richelieu lui avait demandé de créer un journal sur, je le cite, le bruit qui court sur les choses advenues. C'est le premier périodique de France, il paraît alors tous les samedis, c'est un hebdomadaire de 4 pages avec un tirage initial variant entre 300 et 800 exemplaires au début. Il est très spécialisé dans les affaires diplomatiques et politiques de la France, mais il va aller jusqu'à des diffusions très importantes. En 1670, on en est à 4000 exemplaires, la moitié à peu près à Paris et le reste en province. Et puis en 1750, on est à 7800 exemplaires, dont seulement 20% pour la capitale, le reste pour la province. Évidemment, durant les guerres que connaît la France, le nombre d'exemplaires augmente fortement. En 1758, par exemple, pendant la guerre de 7 ans, il s'imprime jusqu'à 15 000 exemplaires de la Gazette. Le premier journal quotidien français est le Journal de Paris. Il paraît en 1777. Et évidemment, avec la Révolution française, on a une multiplication de ces journaux. La libéralisation de la parole ouvre l'ère de la multiplication de ce qu'on appelle souvent d'ailleurs des feuilles. Ce ne sont pas des vrais journaux, ce sont plutôt des feuilles, des exemplaires très courts. Vous avez ici à l'écran L'Ami du peuple de Marat. Notez le paradoxe d'ailleurs que l'on voit sur la une de ce journal, un journal qui se dit politique, mais aussi impartial, ce qui peut paraître un petit peu paradoxal. Vous aviez également le Père Duchesne de Hébert, par exemple, et bien d'autres supports qui vont devenir les auxiliaires des politiques pendant la Révolution française. C'est le 1er juillet 1836 que paraît pour la première fois en kiosque un autre journal qui s'appelle La Presse. La Presse est considérée comme le premier grand journal moderne, caractérisé par une grande variété d'informations et surtout, et vous le voyez ici avec ces deux exemples en dernière page, l'introduction de la publicité. Ce journal s'opposait aux journaux de parti qui étaient réservés à un petit nombre de lecteurs et du même coup, il a visé une presse grand public. Et pour viser une presse de grand public, il a divisé par 2 le prix de l'abonnement. L'abonnement est passé de 80 francs par an à 40 francs par an, c'est-à-dire qu'on était à 2 sous le numéro, ce qui était extrêmement bas pour l'époque. Le manque à gagner était compensé par les annonceurs, par la publicité, auquel le journal a ouvert ses colonnes. Le succès a été immédiat, d'abord parce que ça ne coûtait pas bien cher, mais aussi parce qu'ils ont trouvé la bonne formule qui attirait le lecteur, c'est-à-dire la lecture du roman feuilleton. Le roman feuilleton qui tenait en haleine les lecteurs à l'époque, on commençait le roman et on n'avait qu'une envie, c'était de poursuivre la lecture et donc acheter le journal suivant. Il y avait également la prépublication de romans à paraître. C'est comme ça qu'on avait par exemple Balzac qui publiait par épisode son roman La vieille fille dans ce journal de la presse. Et c'est surtout au XIXe siècle, avec l'industrialisation, que la presse imprimée connaît un véritable essor. Une série d'innovations techniques va permettre d'augmenter les tirages et d'aller beaucoup plus vite. On va avoir les composteuses mécaniques vers 1820. On va y voir également les rotatifs qui permettent d'imprimer sur papier continu à partir de 1845. Et puis surtout, et on le voit ici, l'illustration, l'image s'invite dans les journaux et va les rendre beaucoup plus attractifs pour le lecteur. Lorsqu'en 1863, Moïse Millot lance le petit journal,
Il donne le coup d'envoi au plus grand bouleversement de l'histoire de la presse, celui de l'avènement des quotidiens de masse. Sa formule est inédite. 2 fois moins cher que ses concurrents. Ce journal, le petit journal, coûtait 1 sou. 1 sou, c'est-à-dire 5 centimes, c'est très peu, alors qu'il sortait 4 pages et non plus 2, et il était vendu au numéro. Ça aussi, c'est important parce que les gens n'ont plus à s'abonner, ce qui coûtait très cher. Ils peuvent acheter le journal au numéro, et donc ça permet de réduire le coût, de ne pas l'acheter tous les jours. C'est beaucoup plus intéressant pour le lecteur. Le petit journal vise une clientèle nouvelle, beaucoup plus populaire. C'est le petit boutiquier, c'est l'ouvrier un petit peu instruit. Toutes ces personnes qui n'ont pas vraiment envie de lire un quotidien tous les jours, mais qui ont envie d'avoir une lecture plus récréative, de lire des faits divers, des histoires extraordinaires. Pour Moïse Millot, qui sort le petit journal, c'est un pari extrêmement audacieux parce que le coût de production est élevé et donc il doit forcément être compensé par des ventes très importantes. Or, pour vendre un nombre important de numéros, il va appliquer une recette très simple. Il faut fidéliser le public. Et pour fidéliser le public, il faut satisfaire son goût pour la fantaisie, le récit, les histoires spectaculaires. Il faut miser sur la chronique, le roman feuilleton, le fait divers. Et il réussit au-delà de ses espérances, et en 1869, pour l'affaire Tropman, par exemple, un jeune assassin qui massacre une famille de 8 personnes, le petit journal écoule chaque jour jusqu'à 430 000 exemplaires, c'est-à-dire 10 fois plus que ses rivaux. Il devient le quotidien le plus vendu au monde. Et donc en 1890, on a 2 quotidiens en France qui sont très populaires. D'une part, le petit journal, je viens d'en parler, qui paraît tous les jours et qui produit un supplément illustré, c'est ce que vous voyez à l'écran, une fois par semaine, et le petit Parisien, et à eux deux, tirent à près de 2,5 millions d'exemplaires en 1890, 2,5 millions d'exemplaires, alors que la population française à l'époque, c'est à peu près 40 millions d'habitants, donc c'est un très bon tirage par rapport à la population. Mais vous avez aussi d'autres titres à Paris, on compte en 1890 79 titres à Paris, 257 en province. Donc on a vraiment, on va dire, entre 1890 et 1914, ce qu'on appellera plus tard la Belle Époque, on a une implosion véritablement de la presse écrite. Les tirages de la presse écrite sont multipliés par 3 entre 1880 et 1914. Alors tout ça s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, vous avez une liberté de la presse qui est acquise par la loi du 29 juillet 1880, donc ça va entraîner une augmentation du nombre de journaux. La presse française bénéficie d'une liberté de ton sans équivalent en Europe. Il y a bien de la censure encore, il y a une censure parce que notamment les journaux anarchistes sont interdits. Les journaux anarchistes sont interdits, la France fait face à des attentats anarchistes dans les années 1890. Ici, on voit un attentat, l'arrestation de Ravachol. Les attentats anarchistes ont fait voter des lois pour interdire toute propagande anarchiste, des lois qui ont été appelées aussi les lois scélérates, votées le 28 juillet 1894, qui interdisent au mouvement anarchiste tout type de propagande, notamment la publication de journaux. Il faut savoir que ces lois ne seront abrogées qu'en 1992, donc la presse anarchiste est visée pendant très longtemps. Développement de la presse aussi parce que le développement du chemin de fer et notamment la construction d'un réseau secondaire favorise la distribution des journaux en province. Enfin, on a les lois scolaires de Jules Ferry et les progrès de l'alphabétisation. À la veille de la Première Guerre mondiale, vous avez quand même à peu près 90% des Français qui savent lire et écrire. Et donc ces progrès de l'alphabétisation amènent à la lecture un nombre croissant de Français. Acheter un journal devient une habitude ordinaire. Les artisans, les commerçants, les employés, les ouvriers, les paysans aussi achètent leur journal quotidiennement. Les décennies 1890-1910
sont vraiment la période la plus faste de l'histoire de la presse. La presse avance, les lecteurs se convertissent et achètent un quotidien. À la veille de la Grande Guerre, tout le monde, ou presque, lit le journal, et pour s'en assurer, les grands titres publient même des suppléments à destination de madame, des enfants, ils publient des jeux. Le lecteur veut être informé, mais aussi veut se divertir en lisant la presse. En 1914, avec près de 10 millions d'exemplaires quotidiens, la presse quotidienne française est devenue la première en Europe et la deuxième dans le monde après les États-Unis.